bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, le seul et unique en République de Guinée. Merci de nous écouter. Si vous êtes sur la 89.5, vous êtes forcément en bande FM. Merci de nous regarder à la télé sur le bouquet Canal+. Vous êtes sur le numéro 249, sur Star Times numéro 113 et 779, sur notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, également sur siaminfo.com, le site du groupe Kavi Média. Merci également de nous pratiquer via Facebook Kavi TV. Vous êtes de ce côté, merci de votre fidélité sur les autres plateformes Instagram, YouTube, TikTok. Vous pouvez simplement taper groupe Kavi Média pour être au cœur de cette émission et réagir sur le plus 224 629 95 67 67 uniquement par SMS. Au menu de ce matin, bourse d'entretien fraude dans les institutions d'enseignement public qui freine le projet des bornes biométriques mis en place par Tulip Industries et validé par l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Diaka Sidibé. Ce projet, considéré comme une solution prête à mettre fin à la saignée financière au sein des établissements d'enseignement supérieur, est en train d'être étouffé. Pire, le projet devrait permettre aux étudiants guinéens de concevoir ces outils technologiques dont un transfert de compétences. Mais depuis le changement à la tête du département, les objectifs ont aussi changé alors qu'une convention avait déjà été scellée. Le montant tourne autour d'un demi-million de dollars et les stratagèmes se font déjà sentir. Pour tout comprendre, nous aurons tout à l'heure au bout du fil Muntaga Keita. Il est entrepreneur, porteur du projet et patron de Tulip Industries. Dans l'enseignement supérieur toujours, nous toucherons aussi le non-paiement des salaires des 50 docteurs PhD récemment recrutés par le gouvernement, engagés il y a quelques mois par l'État guinéen pour rehausser le niveau du système de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces docteurs dénoncent des dysfonctionnements graves dans la gestion du corps professionnel. D'abord, le non-paiement de leur salaire depuis octobre 2024, la discrimination salariale entre chercheurs guinéens et étrangers. Ils ont depuis le 15 janvier 2025 arrêté les cours, bien que le département reconnaisse le retard de paiement et une différence de traitement. Ces enseignants dénoncent plus. C'est pourquoi nous donnons la parole à Dr Galissa Hadi Diallo, docteur en droit public et régulation économique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant, chercheur également et avocat à la Cour, porte-parole des 50 PhD. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. De nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous pratiquer sur le média du développement. Autour de moi, les débatteurs de chaque matin et dans ce studio qui sont avec moi ce matin, comme chaque matin déjà. Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Mais pourquoi moi ce matin? Oui, parce que tu sais déjà, on est en technologie. Baba le sait. Pourquoi je commence par toi? Baba le sait mieux que moi. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Et c'est pas interdit non plus. Merci, c'est ça. Bonjour Abdallah, merci, le grand patron de ce studio. J'espère que vous allez très bien et à l'ensemble de nos auditeurs et téléspectateurs en Guinée et ailleurs dans le monde. Je vais super bien, ne t'inquiète pas. Je vais très très bien. C'est rassurant. Très bien. Allez, t'inquiète pas ce matin. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour, grand patron de ce studio. Non. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut parler d'Atalako sur ce plan? Hein? Non. On appelle ça Atalako. C'est un perturbateur. Si les billets de banque doivent sortir, que ça concerne tout le monde. Non, ne l'écoute pas. C'est aussi ne l'écoute pas ça. Trop. Hein, voilà. Bon, après, je vais dire, c'est un Yéteba, tu vas t'inquiéter. Mais c'est ça aussi le paradoxe, parce qu'il est bas. Bon, c'est quand on après, est-ce que tu vas prendre... Quand on a un pied du côté de Fouta, un autre pied du côté de Araponka, Bofa et oui, tout c'est un bas. Sans comprendre, avec BAS. C'est pas S à la fin. Ah non, c'est à ce niveau. Attention. Ah, d'accord. Les sous appellent ça bientôt Tontongere. Allez, je me tais. Tu vois.
On parle de cette première actualité des bourses d'entretien et fraude dans les institutions d'enseignement public. On pose la question ce matin qui freine le projet des bornes biométriques mis en place par Tulipe Industrie et validé par l'ancienne ministre Dr Diaka Sidibé du côté de l'enseignement supérieur. Ancienne ministre de l'enseignement supérieur. Tout à l'heure avec la réalisation, nous allons essayer de joindre au bout du fil Monsieur Muntaga Keita, entrepreneur, porteur du projet et patron de Tulipe Industrie. Mais en attendant, il faut aussi planter le décor. On parle d'un système intégré, système technologique, je ne sais pas comment ils appellent le jargon, avec Muntaga nous allons mieux savoir. Ce système permettrait à l'État guinéen de déceler ces étudiants qui ne sont pas dans la base de données, mais qui sont payés par l'État guinéen. C'était, il y a les documents y afférents déjà, c'était quand même l'idée du projet. Le projet a été développé entre Tulipe Industrie et Dr Diaka Sidibé, qui était ancienne ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à l'époque. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, l'a rappelé plusieurs fois qu'il fallait donner la chance aux jeunes Guinéens, donc aux entrepreneurs locaux. Dans ce sens, Tulipe Industrie, dirigée par Muntaga Keita, qui est guinéen, qui a déjà son brevet, a été choisi dans ce sens. Le montant pour la réalisation de tout cela tournait autour d'un demi-million de dollars, oui, sur une période donnée de 3 ans. La convention signée, il fallait maintenant l'approbation de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, qui devait maintenant valider pour qu'il y ait décaissement. Sauf que dans ce process, la ministre a changé. Donc, il n'y a plus Diaka Sidibé, mais un autre ministre qui vient à ce département. Les problèmes commencent, le projet n'est pas là. Maintenant, pourquoi évoquer le sujet? C'est très important ce matin parce qu'il y a des jeunes Guinéens qui devaient quand même bénéficier de ce transfert de technologie. Tulipe, dans la conception et la fabrication de ces outils, devait intégrer des jeunes Guinéens. Donc 30 au total devaient d'abord commencer le process, participer à l'élaboration, à la fabrication de cet outil en vue de donner plus d'expérience à ces jeunes, les permettre de maintenir. Muntaga Keita, si c'est bon avec Michel, Muntaga Keita, on va aller avec Muntaga pour mieux comprendre, pour éviter de dire tout à l'heure, il y a un parti pris. Je pense que Yaya aussi a suivi le dossier parce que c'est un dossier quand même aujourd'hui qui est devenu comme une patate chaude dans les mains du nouveau ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Un dossier qui a mis des étoiles dans les yeux des Guinéens, surtout les jeunes Guinéens. Quand même, honnêtement, il faut le reconnaître. Justement, c'est étonnant que ça puisse se passer comme ça parce que pour qui connaît quand même l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Alpha Bakar, qui est un jeune high-tech, qui s'y connaît très bien dans le domaine et qui établissait des relations fraternelles avec Muntaga lui-même avant qu'il ne soit ministre. Donc c'est des amis. Enfin, c'est bien. Des amis et des concurrents, parce qu'ils avaient deux laptops. Je ne sais pas comment ils disent, plateformes opposées ou ce n'est pas des sociétés quelque chose. Justement, concurrents. C'était la concurrence. Ils étaient des concurrents. Des concurrents. Maintenant, est-ce qu'elle est devenue déloyale jusqu'à ce point, la concurrence, oui, justement. C'est assez demandé. Mais ça m'étonnerait quand même, puisqu'il s'agit là de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas des entreprises personnelles. Bien. Donc, on me signale, je vais devoir te couper. On me signale que Muntaga Keita est déjà au bout du fil. Monsieur Keita, bonjour, bienvenue dans le scanner. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Oui. On parle de ce projet de bornes biométriques. Aujourd'hui, on apprend que ce projet est bloqué au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, depuis le changement à la tête de ce département. Oui. Allez-y, expliquez-nous comment et comment vous vous êtes retrouvé là, comment tout cela est arrivé. Eh bien, franchement, c'est par le hasard on s'est retrouvé là. Alors, dans le passé, sous la direction de Dr Diaka, on ne se connaissait pas du tout, mais on l'a fortement recommandé au lieu de travailler avec des entreprises locales. Et donc, du coup, j'ai reçu un appel d'aller à une conférence au ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, j'y étais, j'ai envoyé une proposition et on a eu une très grande conférence quand même avec plusieurs recteurs. Et Dr Diaka, Sidibé, et puis aussi tout son staff qui était là, son cabinet. Donc, j'ai présenté les bornes aussi que j'ai envoyées là-bas, et elle a été séduite, le staff a été séduit. Donc,
avec ma proposition aussi, on a décidé alors d'aller vraiment pour une convention, d'abord commerciale. Convention, ensuite les contrats commerciaux qui suivraient. Parce qu'il faut moderniser ces universités. Il faut, au niveau du contrôle des boursiers, des bourses, il y a beaucoup de déperditions, beaucoup d'argent perdu. En fait, il faut optimiser, il faut gérer ces dépenses de l'État. L'argent sort de gauche à droite. Alors, c'est dans ce cadre. Et puis aussi, elle avait même demandé aussi au recteur de proposer des logiciels qu'on pourrait mettre sur les bornes pour la vie étudiantine. Par exemple, vous voulez vendre un livre ou n'importe quoi, vous pouvez passer par cette plateforme sur les bornes à travers vos téléphones pour charger comme une sorte de e-commerce. Donc, des choses vivantes. C'est vraiment pour animer la vie étudiantine, contrôler les bourses. Alors, suite à cela, on a fait une autre rencontre où les médias étaient là, la RTG était là, on a signé en grande pompe la convention qui était diffusée sur leur site internet et tous les réseaux sociaux. Et suite à cela, maintenant, la convention cite que la suite sera un contrat commercial et le contrat commercial a été signé. Et 5 exemplaires par moi-même, et j'ai tout paraphé, et par Dr Diaka aussi, et la PRMP a été chargée de continuer la procédure. Maintenant, c'est là que ça a tergiversé. Ce qui devait prendre 5 jours, a pris plusieurs jours. Donc, jusque-là, juridiquement, on appelle projet de contrat. Mais le contrat est valide vu que c'est déjà signé, mais non acté. Maintenant, au moment de déposer au ministère des Finances, il y avait tout une photo par-ci, par-là, on ramenait pour des corrections. Les ministres ont dit, le gouvernement a changé. Une fois que ça a changé, l'une des premières choses qui a été faite, c'est d'envoyer une demande d'annulation de ce contrat. Ce qui était effarant pour moi. Une demande d'annulation. Demande d'avis d'annulation. D'avis d'annulation de qui? Des marchés publics. De qui? Donc, sans même de la part du ministère, envoyé par la PRMP au contrôle des marchés publics, à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Déjà, je n'ai pas été rencontré. Et d'habitude, si vous voulez annuler une convention, un contrat, il faut l'accord des 2 parties. Une seule partie ne peut pas se lever à aller le faire au détriment de l'autre. Moi, j'ai engagé des dépenses préalables d'abord, pas directement liées au contrat, mais indirectement. Agrandir les locaux de production, embaucher des consultants, parce qu'il fallait aussi rapatrier les données de Goupol ici en Guinée, au lieu que ce soit sur le cloud ailleurs, et on paye des mensualités, il ne pourra pas payer ici. Donc, c'était en dehors des 100 bornes pour les 17 institutions. Aussi, c'était de créer une mini data center. Ce dont on a l'expérience, on l'a déjà fait ici à plusieurs reprises. Mini data center pour avoir toutes les données localement ici. Et ensuite, un petit centre d'appel pour gérer tous les problèmes du ministère des étudiants et autres et optimiser vraiment toutes les tâches du ministère et puis des universités. Mais à la fin, surtout, c'était la formation. Parce que dedans, il fallait que je prenne 30 stagiaires de toutes les universités, si possible, en électronique, en informatique, et co-créer ces bornes avec eux, en les montrant comment le faire. Et donc 30 étudiants guinéens qui devaient être intégrés. Minimum au moins 30 étudiants. Minimum, hein. Voilà, minimum au moins c'était ça. D'accord, je vais aller jusqu'à 100, mais minimum au moins c'était ça. Le but c'était de saigner mes connaissances pour que ces gens puissent, ces étudiants puissent faire la maintenance plus tard de ces bornes et même fabriquer ces bornes. Comme ça, moi, je me désengage. Si j'ai 2 contrats ailleurs, je peux simplement envoyer des demandes à Mamoun dans les autres universités pour m'en fabriquer. Et puis voilà. C'est ce que Apple fait aujourd'hui. Apple ne produit pas physiquement, il fait produire par d'autres. C'est l'idée que j'ai eue. Et la technologie, là, les Guinéens s'approprieraient vraiment. S'approprieraient cela. Et à la fin, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est une bonne idée, on le fait, on a fait la convention. Et ensuite, on a fait le contrat. Mais vu qu'il y a une demande d'annulation, sans même l'avis de l'autre partie, alors là, directement, mon jury a saisi l'ARMP pour statuer là-dessus. Et l'ARMP à l'unanimité. L'ARMP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. Des marchés publics. Bien. Ils nous ont écoutés, ils ont lu ma plainte, ils m'ont écouté, interviewé la PRMP du ministère. Mais je vous assure, directement, lorsqu'ils ont demandé à leur PRMP, qu'est-ce que vous en dites? Il a simplement dit ce que M. Kik a dit, c'est vrai. Après, il a dit, bon, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, on avait des trucs prioritaires, c'est pour ça qu'on n'avait pas eu le temps de passer sur le ministère des Finances. Le président dit quoi? Dit non, on n'en est pas là, merci. On est sorti de la salle, au bout de 5 minutes, on nous rappelle, on dit à l'unanimité, considérant tel, vu tel, on est à ce contrat, continuez ce contrat, ce même contrat signé, et exécutez-le. Le contrat est valide, exécutez, continuez.
ampliation au président même de la République, pas la présidence, au président, ampliation au Premier ministre, ampliation à tous. Je vais envoyer les documents, vous pouvez voir là-dessus. Tous ceux qui ont fait partie de cette ont paraffé. La décision est prise, mais là je constate qu'au bout d'une semaine, au lieu de s'exécuter, ils sont exécutés en utilisant des stratagèmes tels que retirer la page de signature de tous ces contrats, présenter notre page de signature à l'intérieur avec mon nom, le nom du ministre actuel, alors que moi, je n'ai pas signé avec lui. Glisser ça dedans, aller déposer au contrôle des marchés publics et obtenir une décharge, aller donner la décharge à l'ARMP, et l'ARMP a ajouté ça à ma plainte et puis à la décision, a dit voilà, dossier clôt, ils se sont exécutés. Attention, il faut reprendre cette partie. Là, on est dans le nuage, on n'arrive pas comme on a l'impression, peut-être c'est en train de bugger chez nous, parce que c'est que vous êtes en train de dire, on veut vraiment savoir, c'est ça la réalité. Est-ce que vous pouvez revenir sur sur ce point dont vous venez d'évoquer là? Parce que là, c'est flou, parce que vous parlez de l'État, vous parlez d'une entité, d'une structure étatique. Revenez un peu sur cette partie-là. Sur la partie de l'ARMP. Oui, là où les documents les pages ont été occultées. Je ne sais pas. Voilà, occultées. Non, vous pouvez directement demander au contrôle des marchés publics ce qui a été présenté. Ce qui a été présenté là-bas, c'est pas le contrat vraiment signé par Tulip et par Dr Diaka Sidibé. C'est une autre page qui a été insérée dedans, qui a Tulip et mon nom, et puis le nom du ministre actuel. Mais pour moi, c'est pas ça le contrat. Ce que l'ARMP a demandé, c'est la continuité du même contrat. C'est pas de nos contrats refaits. Donc, ça en pénal, on appelle ça faux en écriture. J'ai fait du droit 4 années et demie en France. Je sais c'est quoi ça. Lorsqu'on substitue un document sans l'accord d'une des parties, c'est faux en écriture. En Guinée, c'est l'article 585, 586, 587. Puni de 2 à 7 ans. On a un juriste qui va nous aider tout à l'heure. On n'a pas porté plainte là-dessus, mais ce qu'on aimerait, c'est simplement, nous, tout ce qu'on veut à Tulip Industries, c'est que le contrat continue, que la décision de l'ARMP, qui est quand même un organe relevant de la présidence, que cette décision à l'unanimité soit respectée, que la loi guinéenne soit respectée par les citoyens, mais par aussi les leaders. Bien. Monsieur Keïta, excuse-moi, juste une précision. Monsieur Keïta, est-ce que depuis que cela a commencé, depuis la nomination du ministre, vous l'avez rencontré, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, vous l'avez rencontré pour l'évoquer ce sujet? Est-ce que vous l'aviez fait? Alors voilà ce que j'ai fait. Bien. Au début mai, je lui ai envoyé une lettre pour demander un rendez-vous pour qu'il me reçoive. La lettre est restée pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, non répondu. De là, j'ai su que c'est hostile. Parce que normalement, ils doivent me répondre, même si c'est au bout d'1 mois. Pendant 2 mois, pas de réponse. Alors, j'ai parlé à un cas qui m'a dit, Monsieur Keïta, arrêtez de vous comporter comme si on était en France. Allez-y faire le forcing. Allez-y vous asseoir dans son salon là-bas, jusqu'à ce qu'ils vous reçoivent. C'est comme ça, certains fois. Je me suis levé, je suis parti. J'ai fait 30 km de Tulip Industries à Sonkodien jusqu'en ville. Je me suis assis dans son salon. Je me suis annoncé. J'ai donné ma carte. Les gens me reconnaissent, vu qu'on a fait beaucoup de choses ensemble dans le passé. Je me suis assis là plus de 2 heures et quelques. Ensuite, il a reçu 2 personnes. Ensuite, ils étaient dans la cuisine. Ensuite, on m'a invité à manger un lapidi. Bon, après ça, je me suis encore réassis dans la salle d'attente plus d'1 heure de temps. Après, il sort. Il m'appelle, bon, de venir. Il n'y avait plus personne, il n'y avait que moi. J'étais là tout seul depuis longtemps. Alors, je viens. Écoutez seulement. Oui, allez-y, il n'a pas fini. On va l'écouter, oui. Je lui parle et il me dit de l'expliquer ce qu'il y a. Je l'explique tout. Et je lui dis, Monsieur le ministre, je vous en prie, continuons ce contrat, finissons pour que je puisse exécuter ce contrat. Ce contrat est déjà signé. Il dit, il ne veut rien entendre. Lui, il n'ira pas à la CREI. Il ne veut rien entendre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on annule ce contrat-là, voilà, que le contrat est mal ficelé de gauche à droite, nord, sud. Mais monsieur le ministre, ce contrat s'est passé dans toute la transparence. On a fait avec des équipes qui étaient là, on a projeté le tout. Tout était parfaitement fait. J'étais dans le milieu juridique parce que je sais que tout était fait. Il dit, lui, ça ne l'intéresse pas. Il appelle là-bas son chef de cabinet, devant moi. Il dit au chef de cabinet, bon, veille à ce qu'on fasse la procédure d'annulation et envoie DAO. Je suis assis là. Le ministre demande... En face de lui? En face de moi, il demande l'annulation.
à son chef-cap qui était là, M. Hamidou Diallo. En face de moi, il lui dit, et tu me relances ça à l'international. J'ai dit, mais monsieur le ministre, savez-vous que toute cette zone de 17 pays, j'ai le brevet de l'exclusivité et le contenu local? Il ne voulait rien entendre. Directement, j'ai dit, bon, ben merci. Je suis sorti de la salle. Parce que j'étais là furieux. Il se fichait éperdument de la loi, des lois internationales et tout. Alors je suis parti, c'est là que j'ai dit à mon juriste, il faut qu'on attaque, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que là, c'est un peu de foutage de gueule. Parce que, regardez, vous faites un appel d'offres international sur un produit breveté, un Guinéen là, il le produit. La loi 010 de 2022 du CNT dit quoi sur le contenu local? Il faut respecter au moins cette loi. Il faut respecter la loi de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. J'ai quand même un brevet là-dessus, sur 17 pays pendant 20 ans. Il m'en reste encore 16 ans. Bon Dieu, respectez cela. On a eu en plus tous les anneaux possibles de contrôle des marchés publics, les avis de non-objection, l'accord sur la dérogation et tout. Mais un contrat, déjà, il y a aussi le principe de continuité de l'administration. Normalement. Ce que votre prédécesseur a commencé, vous ne venez pas, vous chamboulez le tout, vous ne voulez rien entendre, comme si vous étiez un empereur. Suivez la loi, respectez la loi. Tant qu'on est dans les marges de la loi, on ne fait pas d'erreur. Bien, oui, dès qu'on s'égare au-delà de la loi, il y a des erreurs, il y a des risques. Et là, je pense que ce que le ministère a fait, c'est pour ça mon juridique, il est même plus farouche que moi, parce qu'on me trouve trop conciliant. Il faut aller en litige. Je dis non. Faisons à l'amiable. Alors, vu qu'il ne m'a pas reçu avec ma lettre, j'ai fait le forcing, il m'a reçu, il n'a rien voulu entendre. Maintenant, lorsqu'on a demandé à l'ARMP a dit, faites encore une deuxième demande pour qu'il vous reçoive. On a fait la demande, au bout de 5 jours, ils n'ont pas répondu, donc on a pu officiellement faire la saisine de l'ARMP. Oui, Yaya. Et maintenant, l'ARMP, après cette décision encore, l'ARMP les a donné un délai, ils ont fait les stratagèmes, ils n'ont pas exécuté. Et qu'est-ce qui se passe? L'ARMP dit dans ça, relancez encore le ministère. Et au bout de, je crois, 5 ou 7 jours, on va voir s'ils vont réagir, s'ils vont s'exécuter. On a relancé avec ampliation à la présidence, au Premier ministre, à l'ARMP, à tous. Comme la décision de l'ARMP a été prise, il y a eu des ampliations, on a fait pareil. Et au bout de 7 jours, encore rien. Et c'est là maintenant, mon juridique est parti à l'ARMP, a dit, il faut saisir. Là encore, malgré la relance, ils ne répondent pas. En fait, ils font la sourde oreille. Donc, regardez, aujourd'hui c'est moi, mais demain ça pourrait être vous, ça pourrait être une autre personne. Là, il faut que des pratiques comme ça s'arrêtent. Suivons la loi. Moi, on m'a toujours dit, nul n'est censé ignorer la loi, M. Pita. Vous êtes censé connaître la loi. Alors, mais je répète la même phrase à M. le ministre, au département aussi, à ce ministère. Nul n'est censé ignorer la loi. Mountaga. Respectez les décisions de justice. Alors, Mountaga, au-delà d'une contrainte administrative ou financière, est-ce qu'on peut parler des mépris, tout simplement? Du mépris. Non, je peux vous dire, le mépris est tellement criard que ce sont les gens qui me réveillent qui disent, franchement, on te méprise, on méprise ce que tu fais. C'est au-delà du mépris. Mais voilà une chose. Alpha Bakar, j'entendais tout à l'heure le ministre Alpha Bakar, bien sûr, une personne disait sur le plateau, on est amis. Non, on n'est pas amis. On ne se connaît pas. On a des amis en commun, on a partagé des panels ensemble et ça s'arrête exclusivement là. Je suis passé même par les amitiés aussi, nos amis communs, ici en Guinée. Des amis en commun à Dakar pour dire, priez ce monsieur-là de me laisser exécuter mon contrat. C'était la sourde oreille totale. Pas de signer votre contrat, mais de l'exécuter. Hein? Mais les termes. On ne lui demande pas de re-signer. Attention, l'ARMP demande la poursuite du même contrat. La précision est importante. Hein. Ça, c'est l'agence de régulation. Oui. L'agence de régulation des marchés publics. Oui. Il faut apporter cette précision et insister là-dessus, que c'est l'agence de régulation des marchés publics qui insiste là-dessus et que normalement, c'est cette agence qui est entre le particulier et l'État, si je ne me trompe pas. En attendant d'écouter peut-être le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation, on peut se dire pour le moment qu'il y a un refus. Un refus, parce que si vous dites que l'ARMP, c'est vous qui le dites directement, vous avez transmis les documents, on a vu les documents, si vous dites directement que oui, l'ARMP a déjà donné
l'ordre ou a déjà, comment je peux dire ça, validé ou tranché, c'est ça, tranché. Le ministre normalement ou le ministère devait s'exécuter, pas le ministre même. C'est la structure technique. Ministère, oui, c'est le ministère devrait s'exécuter. Oui, parce qu'on voit déjà la signature. C'est même, on a cette image pour ceux qui nous suivent à la télé. Voilà. Signature d'une convention cadre entre le département et la société Tulip Industrie. Nouvelle avancée dans l'intégration de l'innovation dans le système d'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, à travers Dr Diaka Sidibé, a signé une convention de partenariat ce vendredi 1er décembre 2023 avec la société Tulip. Plus spécifiquement, ce partenariat aura pour objectif 1. Fournir des équipements de pointe pour la modernisation des infrastructures et des processus d'enseignement et de recherche. 2. Développer les compétences et la compréhension des étudiants, anciens chercheurs et chercheurs dans la technologie de pointe à travers des formations. 3. Offrir des opportunités de stage aux étudiants issus des institutions d'enseignement supérieur. Allez, voici. Moi, je pense que je n'arrive pas à comprendre tout est écrit, ça. Tout est écrit, tout est bien ficelé. J'espère qu'il va revenir. Il est là. Il est pas parti. Docteur, vous êtes là? Monsieur Keïta, pardon. Oui, je suis là. Voilà. Est-ce que, en résumé, vous avez fait un exposé que nous avons suivi avec intérêt? Est-ce que vous pouvez nous relever 1 ou 2 points où le ministre ou le ministère n'est pas d'accord dans ce qui a été signé par son prédécesseur, par les autres, bien avant, ce qui peut le pousser à dire non, on n'est pas d'accord avec ce document, parce que vous l'avez dit quelque part, qu'il a dit qu'il ne veut pas aller à la CRIEF. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez, les 2 points, 1 ou 2 points seulement, qui dit que ce document, on doit annuler le contrat? Je vous explique. Il n'est pas juriste. Donc, il ne peut pas juger de lui-même. Il doit normalement donner à son juridique, qui est le même que celui qui était là, qui a formulé tout ce qu'il faut pour ce contrat. Il me dit que c'est du gré à gré. Je dis, bien sûr, c'est du gré à gré, mais avec toutes les autorisations, car cela relève du Code de passation des marchés publics, la loi 020 de 2012. Exactement dans cette loi, il y a l'article 11, alinéa 4.1. qui dit lorsque c'est justifié par un brevet, l'entente directe est autorisée. L'article 37, 38, 39 évoque cela. On a eu déjà sur ce fonds-là l'autorisation par le MEF, le ministère des Finances. On a eu ensuite les anneaux, les avis de non-objection, divers anneaux et tout. Le fonds-là a déjà été travaillé proprement. Lui, il n'est pas juriste. S'il voulait s'opposer à cela, il fallait qu'il demande à son juriste. Son juriste lui aurait dit, monsieur le ministre, nous avons ici ficelé ce contrat-là en bonne et due forme, ça a obtenu tous les anneaux, et d'ailleurs, c'est ce qu'à la fin, l'ARMP a relevé, que tout est correct. Donc, qui il est? Pour stopper cela, on doit suivre la loi. Mais moi, au-delà de tout ça, je me dis seulement, aujourd'hui c'est moi. Demain, ça peut être un autre qui n'a pas l'audace d'aller confronter cela. Si au moins à mon niveau, à partir de mon niveau-là, les gens comprennent que, oui, lorsqu'ils sont en droit, ils ont droit de saisir l'ARMP. Il y a une autorité. Quel statut? Si c'est en votre faveur, ça sera appliqué. Voilà, je serai content. Je serai heureux en tant que Guinéen. Mais de deux, ce qui me chagrine dedans, c'est que c'est un Guinéen qui lutte contre un autre Guinéen. Et là, ça me fait mal. Il préfère ouvrir l'appel d'offres à l'international. Que d'autres personnes viennent d'Europe, de d'autres pays, nous amènent des bornes, alors que l'usine est en Guinée. C'est des dizaines et des dizaines d'employés guinéens recrutés à Gama, l'université Gama, les autres universités qui sont là. Bon Dieu quand même, il faut voir cette partie-là. Il faut avoir du patriotisme, pas seulement mettre le pin rouge, jaune, vert sur la poitrine. Monsieur Keïta, dites-moi si c'est méchant de ma part. Monsieur Keïta, dites-moi si c'est méchant de ma part, au-delà de mépris dont Yaya a parlé dans ce studio et que les multiples messages que vous avez reçus pour dire qu'il y a du mépris, est-ce que je peux aller loin, dire qu'il y a eu délit de faciès? Parce que vous êtes guinéen, si vous étiez d'une autre nationalité, ou je n'ai pas sorti de Sorbonne qui est américain, espagnol, chinois, je ne sais pas. Je ne sais pas, tout est possible. Mais vous savez quoi? J'ai lutté dur dans ma vie pour avoir mes diplômes. J'ai pas chômé 7 ans sans vacances aux États-Unis, sans venir en Guinée. J'ai travaillé tous les jours. 2 jours l'université, la nuit ou l'inverse. J'ai vraiment galéré, lutté pour me construire ailleurs. Mais venir en Guinée,
semer mes connaissances. Le fait de voir un autre Guinéen me combattre, c'est la chose qui me détruit le plus. Si c'était un étranger, je vais en pleine guerre. Mais lui, non. J'ai dû utiliser même des amis pour éviter, la famille pour éviter cette guerre. J'ai même son numéro de téléphone, je lui ai envoyé des WhatsApp et il ne m'a pas répondu. C'est un mépris total. Moi, je ne peux voir que... Ma remarque personnelle, c'est simplement, il avait son entreprise privée, j'avais mon entreprise privée. Je crois que peut-être il a considéré Tulip comme un concurrent dans le passé et du coup, ce mépris est resté là. Et maintenant, ça se transporte dans le domaine public. Ça, il faut dire non. Vous évoluez dans le même domaine, vos entreprises? On n'évolue absolument pas dans le même domaine. Ça allait être ma question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette concurrence qui existait entre vous hier est aujourd'hui devenue quand même déloyale? Pardon, je n'ai pas compris au niveau déloyal. Si vous pensez que cette concurrence qui existait entre vous hier aujourd'hui est devenue déloyale? Non, moi ce que je pense simplement, c'est que s'il y a une n'importe quelle concurrence de sa part au niveau entrepreneurial, cela ne doit jamais transpirer dans sa fonction publique. On peut ne pas aimer quelqu'un de facette ou peu importe, mais une fois qu'on est à un poste public, on est là pour tout le monde. Sous peu, malinqué, guerrier, grand, petit, Guinéen venu de l'étranger, Guinéen de l'intérieur, on doit être neutre. On doit juger les choses, on doit être au-dessus de la mêlée. Mais lorsqu'on arrive à ces postes, malheureusement, il y a beaucoup de ministres, franchement, ce sont des bijoux pour cette nation. Ça, je peux le dire. Mais il y a certains aussi, qui s'estiment des empereurs, quoi, des Napoléons, qui croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont au-dessus de tout. Non, ça, on doit dire non à ça. On doit dire qu'ils sont là-bas pour une période bien déterminée. Il y a un début, un milieu, une fin. Pendant qu'ils sont là-bas, ils doivent bien agir, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à tout ce qu'on fait pendant qu'on a un poste public quand même. Bien. On doit mettre ça de côté. Mais c'est surtout priver les jeunes Guinéens de cette formation, de cette technologie, pour aller la donner à d'autres consultants. Maintenant, que comptez-vous faire? Je compte toujours continuer avec l'ARMP parce que je suis très légaliste. L'ARMP a une section qui s'occupe des suivis et déjà mon juriste les a contactés et là-bas chaque 2 jours pour que l'ARMP fasse exécuter sa décision. Bien. Parce que sinon, on serait dans l'anarchie. Bien. Ce qui est déjà compris, Monsieur Muntaga Keïta, entrepreneur, patron de Tulip Industries. En tout cas, nous suivons de très près ce dossier et attendons aussi la version du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Peut-être que nous vous rappellerons dans un bref moment, en tout cas dans un bref délai, si on peut le dire, dans cette émission pour plus de précision. Je ne lâcherai pas. Merci d'être intervenu dans le scanner. Merci, vous l'avez déjà écouté, Diallo, je t'ai vu quand même revenir. On a presque tout compris par rapport à ce projet de borne biométrique qui, au-delà du montant, il y a quand même des théories ou des pratiques qui attirent l'attention des uns et des autres. En attendant de voir, comme je l'ai dit, d'avoir la version du ministère, on va suivre ce dossier de très près parce que ce sont des jeunes Guinéens qui doivent être formés. Moi, ce qui m'inquiète, que le projet qu'il passait ou pas, ce qui reste clair, il faudrait qu'on mette un accent particulier sur le contenu local. Absolument, je pense que ça, il faut changer. Je pense que c'est hallucinant ce que nous avons entendu ici. Je ne pouvais pas imaginer que cela puisse se passer dans une situation où on nous parle de la refondation. Parce que c'est cela aussi la refondation, il faut que ces arts de pratique cessent. L'entente directe dont tu parlais ici, c'est de la clichage, c'est permis, c'est pas parce que c'est du gré à gré, ils sont entendus les deux parties directement sur la base de la loi. Et je crois que l'autorité de régulation des marchés publics l'a validé. Qu'est-ce qu'on veut? Dès l'instant que cette autorité l'a validé, je pense qu'on n'a plus, disons, à indexer la grief comme étant justement ce qui pourrait lui dissuader. C'est pas quelque chose qui engage déjà, c'est son département. Ça a été signé sous Diaka, il suffisait juste de suivre le processus. Alors, si ça se présente comme tel... Attention, il a aussi sa marge de manœuvre. Il peut douter. Vous l'avez déjà dit, c'est un marché gré à gré. Oui. Attention. Gré à gré. Bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bien. Donc, il peut hésiter. C'est une entente directe. Mais vous savez, si ce gré à gré posait problème quelque part, au niveau de l'ARMPT, au niveau de l'ARMP, le problème allait être soulevé. Vous savez très bien, par tous les marchés publics, c'est presque comme ça. C'est Dijon, c'est le carrefour où tout doit passer. À un certain niveau, si on a considéré que c'est valide, je pense que je ne voyais pas, disons, cette opposition de trop
de la part de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur. Moi, j'ai ma vision des choses et nous estimons que, en dépit de toutes les démarches qui ont été entamées, au-delà de mépris, moi, je pense qu'il y a certainement des régions que nous-mêmes nous ignorons, mais autant pour nous d'avoir justement la version du département, on peut se contenter de dire que jusque-là, Monsieur Mountaga Keïta, qui est l'entrepreneur, jusque-là, il s'inscrit dans une vision de faire en sorte que des jeunes Guinéens puissent bénéficier de ce projet. C'est ce côté social surtout, que moi je suis en train de, économique surtout, que je suis en train de voir, puisque c'est la création des emplois. Et éventuellement, il décline ici sa vision qui consiste à dire, dès l'instant que ce premier projet est exécuté, je me désengage, je forme des Guinéens et je suis les choses ailleurs. Qu'est-ce que nous cherchons dans ce pays-là, sinon que ces arts de projets qui peuvent engendrer des emplois et que cela puisse continuer, être continuel dans notre pays. C'est ce que nous souhaitons. Bien. Bah, je pense que dans on parle, moi personnellement, je parle avec hésitation. Je suis limité dans ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la version officielle du département. On n'a pas ce qui a été dit par l'ARM, même si M. Keïta nous a apporté ce qui a été dit, ce qui a été fait ou ce qui a été recommandé par les documents même, par ce qui a été dit et fait par cette agence de régulation étatique. Mais ce qui reste clair, il y a beaucoup d'éléments attractifs, séduisants dans l'expression, dans la communication de M. Keïta concernant ce dossier brûlant, parce que nous savons très bien, dans les contrats, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il y a des éléments qui devraient attirer l'attention des uns et des autres. C'est le transfert de technologie, le transfert de compétences qui a été miroité aux yeux des autorités étatiques, qui n'est autre que le recrutement de ces 30 jeunes Guinéens des différentes institutions de notre pays, pas moins de 17 institutions d'enseignement supérieur qui allaient bénéficier de cela. Moi, peut-être l'expression, il y a d'autres qui peuvent faire un raccourci à travers ce qu'on appelle, ce qu'on dit le plus souvent, de marché gré à gré. Si on s'arrête à ce niveau, on dira non, le document n'a pas été, le contrat n'a pas été bien ficelé. Mais si ça se trouve également sur le plan de droit, côté gré à gré, il y a des articles auxquels ce contrat peut s'adosser en justifiant, oui, on a parlé de gré à gré, mais on parle de brevet. On parle de contrat, on parle d'exclusivité pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas. Si dans 3 ans, l'ensemble de tout ça devrait peser en faveur de M. Keïta et de sa structure qui n'est autre que Tulip, je pense qu'on doit, le ministre ou le ministère doit revoir sa position afin de pouvoir poser des actes vraiment appréciable et acceptable de la part de l'ensemble de tous les observateurs, que ce soit sur le plan local qu'international. Parce que ça, ce ne sont pas des bons signaux à l'endroit vraiment des Guinéens pour ceux qui veulent venir en Guinée, pour ceux qui veulent venir en Guinée, investir. Si c'est un Guinéen, on vérifie que c'est un Guinéen, Mountaga Keïta, avec sa structure acceptée un peu partout, une expérience qui n'est pas à négliger, et que dans son propre pays, qu'il a des problèmes, est-ce que cela pourrait renvoyer des mauvais signaux pour d'autres entrepreneurs? Ce qui est déjà compris, Mohamed Leba, en quelques minutes, on va passer à notre second invité. Je crois qu'il faut, on l'a bien écouté, M. Keïta, par rapport à ce projet, un projet quand même très gigantesque, il faut le dire, parce que le projet avait pour objectif quand même d'améliorer un peu les outils d'accès à l'information et la transparence pour le bien-être quand même de la communauté universitaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il l'a rappelé par rapport à tout cet exposé-là. Je crois qu'il faut aller prudemment avec les mots, notamment par rapport à tout ce qui a été évoqué. Vous le savez, c'est comme aujourd'hui, vous avez 2 personnes, disons, dans une affaire citée ou quand même qui arrivent au tribunal. Donc, il faut attendre d'écouter toutes les parties pour comprendre réellement qui a raison ou qui n'a pas raison. Qui a tort. Qui a raison? Je ne suis pas en train de dire que nous sommes en tribunal. Oui, mais qui a raison? C'est ce que je dis, c'est comme si c'était le cas. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'équilibrer l'information. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça notre mission. Maintenant, je dis que cela a trait à cela. Ça veut dire quoi? Il faut écouter toutes les 2 parties aujourd'hui. Dire tout de suite que Mountaga a raison, ça peut
ça peut amener autre chose. C'est ce que je suis en train de dégager. Le projet, c'est un projet très important parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes inscrits quand même dans cette dynamique de promouvoir le contenu local. Alors, s'il s'agit de ça, je crois qu'on devrait quand même permettre à certains Guinéens qui ont une certaine expérience quand même dans certains domaines de faire quand même la promotion de ce contenu local dont on parle assez. Par rapport à ce projet aujourd'hui, il faut attendre quand même d'entendre le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour comprendre réellement le problème se trouve à quel niveau? Bien, ce qui est déjà très important de ce côté. En attendant l'intervention du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous allons suivre ce dossier. Yaya Diallo ne va pas lâcher ce dossier, hein. Il a déjà dit. Donc j'espère qu'il va faire un tour de ce côté pour avoir de réponses. Hein. Même un non est une réponse. Hein. Donc, non, même un non est une réponse. Donc déjà, le silence ne rien dire aussi est une réponse. Allez, on part toujours du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, malheureusement. Mais cette fois, nous touchons le non-paiement des salaires de 50 docteurs PhD récemment recrutés par le gouvernement, engagés il y a quelques mois par l'État guinéen pour rehausser le niveau du système de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces docteurs dénoncent des dysfonctionnements graves dans la gestion du corps professoral. D'abord, le non-paiement de leur salaire depuis octobre 2024, la discrimination salariale entre chercheurs guinéens et étrangers. Ils ont, depuis le 15 janvier 2025, arrêté les cours, bien que le département reconnaisse le retard de paiement et une différence de traitement. Ces enseignants dénoncent plus. C'est pourquoi nous recevons ce matin Dr Galissa Hadi Diallo, docteur en droit public et régulation économique de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avocat à la Cour et porte-parole, au même moment enseignant-chercheur. Merci d'être dans ce studio, docteur. Merci de votre invitation. Bienvenue. Merci. Allez, on parle de cette situation que vous vivez de ce côté. Vous venez de quel pays? De la France ou des États-Unis? Moi, je viens de la France, mais bon, je viens de Conakry, hein, parce que depuis un certain temps, je suis à Conakry. Non, donc, voilà. vous étiez de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut apporter comme précision, c'est que contrairement à certains de mes amis qui sont venus suite à cet appel du ministère, moi, je suis déjà installé à Conakry depuis un certain temps. Donc, j'avais déjà entamé des démarches pour intégrer l'enseignement supérieur bien avant que cet appel soit lancé. Bien précis. Quand l'appel a été lancé, le ministère m'a dit non, on met ça de côté, donc vous vous mettez dans ce cursus des 50 pour pouvoir continuer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il de ce côté? Alors, je pense que pour replacer un peu le contexte de tout ça, ce serait important de retracer comment on en est arrivé là. Et pour cela, on va essayer d'être très factuel. Bien. D'accord. Donc, la première des choses qu'il faut dire, c'est que le ministère a mis de côté tout ce qui était recrutement de PhD. On a dit qu'il y a un processus de recrutement de 250 PhD. Donc, pour la qualification, je dis bien, pour la qualification de l'enseignement supérieur en Guinée. Et donc, pour ce faire, ils ont lancé, comme vous le savez, hein, depuis un certain temps, la communication est quelque chose qui est très développé dans le pays. Mais malheureusement, la communication, en fait, ça laisse des traces. D'accord? Donc, je vais vous dire ce qui a été dit dans cet aspect de communication. On avait dit, il y a 3 critères, voire 4. Premièrement, un salaire compétitif et des avantages sociaux, conformément aux dispositions d'un décret 2024-27 PRG CNTD du 24 janvier 2024. Des opportunités de développement professionnel continues par la voie du CAMES. On en parlera du CAMES, c'est-à-dire cette organisation continentale où on est appelé à progresser dans le domaine de la recherche scientifique. Et puis, dans cet appel, il a été indiqué que ça va offrir des opportunités professionnelles et un environnement de travail et faciliter l'intégration pour les candidats étrangers. On en parlera aussi parce que ça fait partie des points non pas de blocage, mais en tout cas des points points noirs. Bon, peut-être pas noir, mais en tout cas, il faut lever l'équivoque, si vous voulez. Et il a été dit dans ces documents-là que le salaire va jusqu'à 240 millions de francs guinéens par an.
Donc, voilà 240 millions divisé par 12. Ça fait 20 millions. 20 millions minimum. Donc, minimum. Bien. Voilà ce qui... Si vous prenez ça, pour nos amis qui sont aux États-Unis, ils font ce deal, $2,000. Mais ils n'ont pas dit que c'est ça, ils vont dire que ça pouvait aller. Ça pouvait aller. Voilà, donc comme ça... Minimum ou maximum? Oui, maximum. C'est maximum. Voilà, je vais juste planter le décor, comme ça on reviendra sur les détails. Bien. Donc, pour nos amis qui sont aux États-Unis ou au Canada, on peut parler de $2,000, ou en Europe, on peut parler de 2 000 €. Donc, c'est quelque chose qui pourrait raisonnablement pousser quelqu'un à dire « j'abandonne mon travail, j'abandonne ma famille, j'abandonne mes liens professionnels pour revenir recréer tout cela en Guinée à raison de ma responsabilité qui consiste à accorder, à participer à la qualification de l'enseignement supérieur de mon pays. » Parce que nous qui avons eu cette opportunité de travailler, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs dans les autres pays, on a un pincement au cœur à chaque fois. Parce que quel que soit l'acte qu'on pose, on se dit, mince, j'aurais pu faire ça pour mon pays parce que mon pays en a besoin. Et ça, c'est une malheur et qu'on pensait pouvoir résoudre avec cette invitation du ministère. Donc, moi, j'étais déjà à Conakry, certains sont arrivés plus tard, et même le ministère est allé jusqu'à fixer un deadline. Tous ceux qui ne viennent pas au-delà du 15 novembre, ils seront exclus. Certains ont été obligés de démissionner de leur poste. Certains ont été obligés d'expliquer à leurs femmes et à leurs enfants, il faut absolument que j'aille en Guinée, parce que sinon, autrement, je ne pourrais pas participer à ce recrutement-là. Ils ont abandonné famille, travail et tout ce que vous voulez, et ils sont venus. Qu'est-ce qui se passe? On vient... on commence déjà à travailler. D'abord, il y a eu, peut-être vous étiez là, une grande cérémonie de lancement où il y avait le Premier ministre, ministre de l'Enseignement et beaucoup d'autres personnalités du ministère de l'Enseignement supérieur où on a présenté ces étrangers. Et à cette occasion, j'ai personnellement pris la parole au nom des 50. On a estimé, et c'est ce jour-là qu'on nous a fait signer les cahiers des charges et les contrats pour les étrangers. On s'est concerté, on s'est dit, de toute façon, le linge sale, il se lave en famille. On ne va pas exposer devant nos amis étrangers, parce que nous venons de l'étranger, pour la plupart d'entre nous. On sait ce que c'est que de nous dire, oui, toi, l'étranger, pointer du doigt. On dit, non, on ne va pas faire ça. On va faire la belle cérémonie, et puis après, on va se retrouver avec le ministère et discuter pour dire, attention, vous avez parlé de salaire attractif. Ce que vous proposez là, ce n'est pas du tout attractif. On ne peut pas abandonner tout ce qu'on avait fait pour venir faire ça. On a dit bienvenue aux étrangers, le reste, on en parlera en famille. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été voir le ministre Alpha Bakar en personne. On lui a dit, et ce qu'on nous a proposé, c'est dans la grille salariale, si vous voulez, il y a 3 critères. C'est-à-dire que soit vous êtes... Comment on dit, vous êtes assistant. D'abord, vous êtes assistant de recherche, ça c'est un. Vous pouvez être maître de conférence. Vous pouvez être, professeur. D'accord, voilà les 3 critères. Donc, si vous êtes assistant, en principe, si vous divisez les 240 millions, ça vous fait au moins 20 millions. On aurait pu comprendre si on était aux alentours de 18 millions, 17, 15 ou quelque chose comme ça pour l'assistant. Contrairement à cela, on a pour l'assistant 8 millions de francs guinéens, c'est-à-dire 800 € ou $800 pour ceux qui viennent de l'étranger. Notez cet élément. Deuxième chose, on nous dit, si vous êtes maître assistant, c'est normalement, en principe, on était aux alentours de, comment on va dire ça, entre 28 millions et, et 30 millions. Et si vous êtes professeur, c'est jusqu'à 45 millions, jusqu'à 4200 € ou $200. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, pour les nationaux, les assistants, c'est 800. Les maîtres de conf, vous serez peut-être à 11 millions. Pour les nationaux? Oui, bien sûr. Ceux qui sont guinéens. Ceux qui sont guinéens. Même si vous venez de la Chine? Non, même si vous venez de la Chine, vous aurez 11 millions. Et si vous êtes professeur guinéen, titulaire, vous aurez 14 millions. Alors que votre collègue étranger qui a les mêmes qualifications, les mêmes parcours et le même titre aura 45 millions. Nous, 4 fois. Oui, 4 fois plus. Nous, en fait, c'est ce qu'on dit au ministre. On dit on ne comprend pas la logique de cela. Parce que je pense aussi qu'il est important aujourd'hui de poser les bases et de rendre ce débat un peu plus serein, en fait. Parce que nous, on n'est pas là pour attaquer quelqu'un, le ministre ou les gens. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de dire, expliquez-nous la logique de tout ça.
Parce que nous, qui avons eu l'opportunité de travailler ailleurs, nos collègues étrangers dans leur propre pays, on était payés à qualification égale, salaire égal. Docteur, une question. D'accord. Une question. La cooptation, voilà. Comment elle a été faite? Est-ce que vous avez fait le même test quand l'avis d'offre a été lancé? Ou comment les choses se sont passées pour qu'il y ait quand même cet écart? Alors, le test a été fait sur la base de, de titres. C'est-à-dire que vous avez le diplôme de doctorat. Vous avez eu à faire des publications scientifiques, vous avez participé à des colloques, vous avez eu des activités scientifiques et vous êtes capable d'encadrer, je ne sais pas moi, un mémoire, une thèse ou quelque chose comme ça. Voilà les critères. Et c'est sur ces critères-là que et les nationaux et les étrangers ont été recrutés. Je vais vous dire comment le ministère a fait ce basculement. D'accord? Et donc du coup, recrutés sur le même critère, et d'ailleurs on a été auditionné, une commission a été mise en place à Gamal, pour auditionner les gens, pour savoir est-ce que réellement c'est conforme à ce qui a été dit dans le papier. Nous tous, on a répondu à cette audition et on est passé. D'accord? Donc, là où il y a eu le problème, c'est que, et c'est ce que, à notre avis, le ministère ne veut pas dire. C'est-à-dire que à l'interne, il y a eu des mouvements, parfois syndicaux, qui disent que non, il est hors de question qu'on ramène des Guinéens et qu'on les paye à ce salaire-là, alors qu'il y a d'autres Guinéens qui sont là et qui ont fait un parcours universitaire et qui enseignent déjà dans l'université et qui peut-être ont des doctorats mais qui ne seront pas payés à la hauteur là. Parce que là, c'était un recrutement exceptionnel, c'est ce qui est dit dans les documents. Maintenant, nous, la précision qu'on apporte, c'est deux choses. La première, c'est de dire, si sur la base des recrutements spécifiques, vous avez décidé pour attirer les étrangers, et ça fait un écho avec ce que disait M. Keita, on serait proche de travailler à l'étranger et de servir d'autres personnes, on a envie de rentrer, nous sommes d'accord quand même, parfois il y a une certaine incitation. Et c'est cette incitation-là qui a été faite par ce ministère. On est revenu. Et donc, le premier point, c'est de dire les syndicats peuvent avoir raison en disant non, il ne faut pas payer les étrangers par rapport à ça. Mais c'est un recrutement spécifique. Et au-delà de ça, c'est que si vous avez le titre de doctorat, tous ceux qui enseignent en Guinée et qui ont acquis ce titre-là valablement, un jour, on aurait pu dire oui, on prend ce recrutement spécifique et puis plus tard, on tire ceux qui sont dans l'enseignement et qui ont les mêmes titres vers le même traitement salarial. Et non tirer ceux qui ont été recrutés sur la base d'une attractivité spécifique et non de les tirer vers le bas. Ça, c'est la première précision que nous, on voulait faire au ministère. La deuxième, c'est de dire, si à chaque fois, on renonce parce qu'il y a des pressions syndicales ou je ne sais quoi d'autre, comment peut-on réformer l'enseignement supérieur? Parce qu'il y a un problème au sein de la fonction publique guinéenne. Docteur, nous allons vous couper pour aller en pause parce que là, ce sont nos obligations commerciales. Donc, on ne peut rien... pas fini ma phrase. Oui, mais on va finir. Laissez-nous le temps de revenir. Vous aurez le temps de revenir. Très bien. Vous l'avez déjà compris, la radio, c'est l'heure. Le partenaire, il est roi ici. Et nous allons marquer juste une petite pause, histoire d'aller avec nos partenaires. Et derrière, on se retrouve pour la suite de ce débat. Ne zappez surtout pas. Événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit.
Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias dans la dernière partie de cette émission. Le scanner, vous le savez déjà, nous parlons de l'enseignement supérieur aujourd'hui avec ces 50 docteurs PhD qui sont toujours sans salaire et qui réclament plus. Nous avons comme invité ce matin Dr Galissa Hadi Diallo, docteur en droit public et régulation économique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant, chercheur, avocat à la cour et porte-parole de ces 50 PhD. Oui, docteur, on parlait évidemment du processus aujourd'hui, du salaire et de cet écart. Alors, donc je disais qu'il y avait ces deux points-là. Il y avait le premier point par rapport à la fonction publique qui était là, qui consistait non pas à tirer ceux qui ont la qualification vers le haut, ils ont tiré ceux qui ont été recrutés spécifiquement vers le bas. C'est-à-dire dire, allez, on vous met tous à 8 millions, à ce moment-là, tout le monde est content, il n'y aura pas de problème. Sauf que ça viole, en fait, l'engagement qui a été pris par le ministère. Engagement du gouvernement. Donc, jusqu'à 240 millions, ainsi de suite, et toutes les opportunités, attractivités et tous les termes qui consistent vraiment à attirer les gens, à pousser les gens à abandonner leur vie et de revenir. C'est quelque chose de fondamental. Maintenant, rapidement, permettez-moi. La deuxième chose, comme je le disais, c'est que, en fait, ce n'est même pas la question du salaire, de non-paiement du salaire. Parce que nous avons été déployés dans les universités dès le 14 octobre. Parce que l'ouverture, c'était le 15. Les gens ont commencé à donner le cours et ont commencé à se déployer, à prendre des initiatives pour la réforme des départements, pour la création de facultés et tout ce que vous voulez. Rendez-vous compte, par exemple, on est dans un pays où on n'a qu'une seule faculté de sciences juridiques, à Symphonia.
Il y avait un projet de création à Cancan. Dans toutes les autres universités, il y a des matières de droit, mais il n'y a pas de faculté de sciences juridiques. Il n'y en a pas. Vous vous rendez-vous compte? Donc nous, on était venus, on est motivés pour ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas s'appesantir sur le salaire? 8 millions, je vous donne 2 exemples. On a une collègue qui est revenue avec 3 enfants. Elle a abandonné tout ce qu'elle avait. Elle est venue, on lui dit, tu seras payé à 8 millions. Avec 3 enfants, comment voulez-vous vivre avec ça? Et un autre qui a laissé sa famille avec ses 4 gosses, en Belgique, pardonnez-moi, ses 4 enfants pour être plus poli, et qui a été obligé de répartir parce qu'il n'arrive plus à expliquer à sa femme que j'ai abandonné tout ce que je faisais, et mes enfants, et mon travail, pour aller servir mon pays. Parce que le patriotisme, c'est important. Mais à un moment donné, il faut que les gens vivent dignement avant de pouvoir s'enorgueillir. Donc c'est extrêmement important. Maintenant, nous, on a dit, le salaire, peut-être oui, il faut essayer d'aller un peu plus loin. On aurait compris que si, par exemple, les étrangers, nos amis de nationalité étrangère, sont payés à 28 millions, par exemple, et que les Guinéens sont payés à 20 millions, on n'aurait pas rouspété, on aurait pu dire oui, les 8 millions supplémentaires, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas chez eux, ou ainsi de suite. Même si, de vous à moi, c'est une explication qui est de nature sociale, ça n'a aucune base légale, si vous voulez. Ça, c'est un. Aucune base légale. Non, sur le plan, il y a les contractuels de l'État. Les contractuels de l'État, compte tenu du fait que c'est dans une courte durée, on peut avoir des traitements différenciés. Mais là, le recrutement spécifique a été lancé pour tout le monde sur la même base de qualification, avec les mêmes critères d'évaluation. On ne voyait pas pourquoi est-ce qu'il y allait y avoir cette discrimination-là. Maintenant, nous, pour être plus sérieux, lorsqu'on a rencontré le ministre Alpha Bakar, c'est ce qu'on lui a dit. On dit, oui, le salaire, ça peut être important. Mais nous, ce qui nous a motivés de revenir, nous sommes le seul pays, voire l'un des rares pays au monde, à ne pas avoir des centres de recherche dignes de ce nom. Vous avez vu comment on est gouverné, en fait, parce que la gouvernance se fait sur la base du hasard. On n'a pas de rapports produits, on n'a pas de documentation, on n'a pas de... Parce qu'il faut de la recherche scientifique dans un pays pour pouvoir analyser comment se projeter. Il y a un de nos amis qui parlait la dernière fois des laboratoires sur les mines. On n'en a pas, alors qu'on produit des mines pour le monde entier. Mais c'est une étape. Le fait qu'on a accepté de vous faire venir, c'est une étape pour arriver à ces résultats. Justement, nous, pour qu'on en arrive à ce résultat, il faut qu'il y ait les moyens. On ne peut pas se dire chercheur lorsqu'on n'a pas de laboratoire, lorsqu'on n'a pas de fonds pour participer à des colloques, pour écrire des articles. C'est l'une des conséquences, et c'est les conséquences les plus dramatiques dans cette affaire, c'est que lorsque les autres sont payés à 28 millions, à 35 millions, à 45 millions, ils ont le temps, et ils ont les moyens, ils ont l'argent de pouvoir écrire, publier et d'évoluer même au niveau du CAMES. Pendant ce temps, vous, Guinéens, avec 8 millions, vous payez le loyer et peut-être même vous ne pouvez même pas manger pour le reste du mois, si vous voulez. Vous savez comment le salaire est à Conakry, à Zérekoré ou je ne sais pas moi, à l'Abbé. D'accord? Donc la conséquence, c'est quoi? C'est que sur l'évolution au niveau du CAMES, on est lésé. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur ce qu'on peut apporter dans la qualification, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire ce pourquoi même le recrutement a été fait ne peut pas être garanti. Parce qu'on ne peut pas qualifier un enseignement supérieur en partant d'un salaire aussi bas. Ça, troisièmement, c'est que si vous prenez, tout le travail qui est derrière, certains parmi nous, pour des contraintes professionnelles, sont obligés de se déplacer d'une ville à l'autre. Il y a le transport, il y a le logement, il y a la nourriture et tout ce que vous voulez. Donc du coup, à un moment donné, moi je pense qu'il faut que la sérénité revienne par rapport à tout cela. Et qu'on se dise, oui, on a lancé ce recrutement pour la qualification, mais est-ce que toutes les conditions sont réunies pour aboutir à cette qualification-là? Mais j'ai constaté enfin une chose ici, c'est que très souvent, quand vous mettez en avant des faits et on va dire des réclamations fondées, très souvent on essaie de vous reléguer sur le truc que le fait soit vous attaquez personnellement le ministre, soit alors vous n'aimez pas sa tête. Non, oublions tout cela. Les faits sont là. Est-ce que l'université guinéenne est performante? Non. Est-ce que nous sommes compétitifs? Est-ce qu'il y a des scientifiques guinéens qui sont cités un peu partout dans le monde? Non. C'est pour remédier à ce problème-là que nos collègues ont lâché tout ce qu'ils avaient et qu'ils sont venus pour pouvoir faire cela. Mais pour que cela soit fait, il faut que ces gens-là aient des conditions raisonnables, respectables et compétitives pour pouvoir le faire. Et pour ce faire, on ne demande pas d'être payé au-delà de ce qui est possible, mais au moins avoir un traitement qui soit à la hauteur. Mais également le problème, c'est que vous soulevez là, au-delà que cela ne soit un problème logistique, réellement, et tout ce que vous connaissez par rapport à ça, le directeur en personne du BSD, de l'enseignement supérieur, le bureau de stratégie,
je ne dirais pas à répliquer, mais à donner quelques précisions par rapport à cet élément dont je reviens ici. Il dit, parmi ces 110 enseignants, seuls 10 perçoivent des salaires supérieurs à 25 millions de francs guinéens. La majorité, soit 90%, se situe autour de cette somme. Concernant les salaires les plus élevés, nous comptons 2 professeurs titulaires qui gagnent 40 millions de francs guinéens, auxquels s'ajoutent des primes de 3 millions. Nous avons également des maîtres de conférences dont certains perçoivent 38 millions ou 30 millions, mais ces cas restent exceptionnels. Alors, ce qui est dommage en fait dans les différentes sorties, ça c'est le docteur Mamadou Bagaga du BSD, oui. C'est que il y a des contre-vérités dans ce qu'il dit. Là, par exemple, lorsqu'il donne ces critères-là, oui. Aujourd'hui, personne n'a été d'abord payé pour qu'ils nous disent que tel a été payé, telle somme. Personne n'a été payé. Le salaire n'est pas perçu. Comment les gens peuvent savoir combien ils sont payés alors que le salaire n'est pas perçu? C'est le 31 janvier, plus tard, que vous allez recevoir. Non, mais il a 2 jours. Non. À la base, tout travail mérite salaire. Ça, c'est un adage très connu de tous. Donc, comment nous pouvons évaluer quelque chose qu'on n'a pas perçu? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est qu'il dit certains perçoivent 25 millions. Je ne connais pas aujourd'hui tous les 50 qui ont été recrutés. Et on nous a parlé de 8 millions. Donc, personne ne peut vous dire concrètement c'est combien. D'accord? Et puis, je pense qu'il est allé aussi sur des attaques. C'est pour ça, moi, je ne voudrais même pas... Docteur, vous avez des primes? En principe, il y en a. Mais aujourd'hui, comment peut-on le savoir? Depuis que vous êtes là, vous avez reçu combien de l'État guinéen? Rien. 0 francs. Vous avez fait combien de jours Vous avez fait combien de jours de cours depuis que vous êtes là? On a commencé le 15 octobre. Oui. Tout le monde a été déployé, y compris en Zélikoré. D'accord? Tout le monde a été déployé dans les universités. Et ce qui est dramatique dans ça, peut-être que les personnes vont me pardonner, on a eu des problèmes sociaux, des problèmes humains. En fait, certaines personnes avaient pris toutes leurs économies, ils ont dépensé en billets d'avion, en déplacement, en logement et tout ce que vous voulez. À un moment donné, il n'y en avait plus. Nous avons été obligés de s'organiser pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. Vous vous rendez compte? Donc du coup, là, il y a 0 francs dans leur compte aujourd'hui. Et puis par la suite, on nous dit, oui, quel montant? Mais sur quelle base? Là, vous réduisez l'enseignement à de la mendicité. Non, pas nous, mais ceux qui devaient prendre la situation. Si ces personnes n'ont pas mis de l'argent de côté, c'est comme si... Non, ce qu'ils ont mis de côté, ils l'ont dépensé pour venir servir l'État. On te parle d'octobre, depuis octobre. Oui. Nous sommes en janvier. Donc c'est ça. Novembre, rien. Décembre, rien. Janvier, pratiquement rien. Docteur, est-ce que vous aviez directement posé la question au ministère pour savoir ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve dans cette situation? Alors, si vous l'avez fait, à qui vous l'avez posé cette question? Très bien, merci beaucoup de nous ramener à ça. Ça va nous calmer un peu. Lorsqu'il y a eu cet accueil, lancement de l'accueil des enseignants-chercheurs, j'ai pris la parole devant le Premier ministre. Je leur ai dit, nous allons être constructifs. Nous allons être proactifs, on va faire des propositions, on va aller dans le dialogue. On a voulu ne pas exposer tout cela devant les étrangers parce que sinon ils vont dire oui, ils sont contre nous et ceci ou cela. On a pris rendez-vous avec le ministre en personne, Alpha Bakar. D'accord? Lorsqu'on était 6, on est allé dans son bureau, on en a discuté. On lui a fait tout ce tableau-là. Ça c'était le 15 ou 16 décembre. Okay. Il a pris son téléphone devant nous, il a appelé le ministère de la fonction publique, il a appelé au Trésor, il a appelé le ministre du budget pour dire qu'il faut absolument que ces gens-là soient payés et tout ça. Des engagements ont été pris. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'on évoque la suspension des cours. Comme il a pris ces engagements-là, nous on a dit, compte tenu de ces engagements, on arrête, on continue en attendant de voir. Et donc, la fin du mois de décembre arrive, rien absolument. Donc, on ne comprend pas en fait, il y a des engagements qui sont pris, et que finalement, qui ne sont pas respectés. Et derrière, il y a une pression extraordinaire. Parce que vous savez, ici, vous dites, c'est difficile de canaliser un docteur. Imaginez, moi, je dois canaliser 50. C'est quand même énorme. 49 voilà, plus vous, 49 plus moi. Donc, il y a du débat. Il y a du débat. Et croyez-moi, il y en a qui sont plus virulents, en fait. Et donc, on s'est dit, on va essayer de calmer tout le monde. On va se calmer. On va voir la fin du mois de décembre. Est-ce que les gens ont reçu quelque chose ou pas? Mais sauf que là, le problème, si je peux appeler ça problème, ne se situe pas seulement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Il y a le ministère de la fonction publique aussi. Sans parler du ministère de l'Économie. J'y arrive. Vous savez,
en tant que docteur en droit public, je connais très bien l'interaction administrative, le rouage qui consiste à savoir quel est le rôle du ministère de tutelle, et puis le ministère du budget et le ministère de la fonction publique. La question, elle est simple. Depuis qu'on a commencé à parler de cela, c'était en 2023. Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là n'ont pas été... Parce que c'est ça aussi l'administration. Il faut anticiper, on sait très bien. Et ce même directeur du BSD nous dit, vous devez vous calmer parce que de toute façon, moi, lorsque j'ai été engagé, j'ai travaillé 8 mois avant d'être payé. Oui, qu'il a été engagé le mois de juin, c'est seulement le mois de septembre octobre qu'il a reçu son premier salaire. Maintenant, ça revient à la question du départ. Est-ce qu'il faut justifier nos écarts, notre incapacité de travail par notre incapacité de travail d'avant à chaque fois? Parce que ce n'est pas parce que ça se fait que c'est normal. Il faut que l'État soit en capacité d'anticiper. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on mette ce débat, et un peu plus sereinement sur la table, et qu'on essaye de se dire, est-ce que ce pourquoi on voulait faire ce recrutement-là, engager des gens pour la qualification de l'enseignement qui en a fortement besoin aujourd'hui. Moi, je sais, je vous ai dit cet après-midi, je serai devant mes étudiants. Je sais à quel point vous continuez toujours à donner des cours. Non, mais moi, je n'ai pas attendu ce recrutement pour donner des cours. Non, je donne des cours, pas en tant que... mais dans une université privée. Extra. Parce que cette précision est importante, parce que sinon mes amis vont dire, ah mais lui, il donne des cours. Non, j'enseigne à Conakry depuis 2018. Moi, je n'ai pas attendu celui pour venir donner quelque chose aux enfants de la Guinée. Parce que je sais que j'en suis redevable. Moi, je suis issu de l'école publique guinéenne. Je sais ce que je dois à mon pays. Vous comprenez? Donc, nous sommes déterminés à participer. Mais encore une fois, il faut que la première personne qui doit avoir la crédibilité de respecter sa parole, c'est bien l'État. Lorsqu'on vous dit engagement du gouvernement guinéen, ce n'est pas une personne, c'est toute l'institution gouvernementale. Dans vos contrats, est-ce qu'on vous permet d'enseigner dans les universités privées? Ah bah bien évidemment, l'enseignement supérieur, c'est l'enseignement. Donc je disais que je dois me déployer et dans ce que je vois dans l'enseignement, dans nos universités, le manque de niveau, il est criard. Le besoin, il est là. Je ne vous parle pas du manque d'institutions de recherche, de conférences scientifiques, de colloques, de publications, de prospectives. Parce que même dans ce pays, il est important aujourd'hui qu'on se pose la question, jusqu'à quand va-t-on continuer de dépendre de nos mines et de nos ressources naturelles? Est-ce qu'on a d'autres potentialités? Est-ce qu'on a besoin de vous attirer votre attention avec tous les mots que vous venez de citer et qu'on a suivi également notre compatriote Muntaga Keïta par rapport à tous ces mots? Est-ce qu'on a besoin de vous rappeler qu'on est maintenant en période de refondation de tous ces mots pour pouvoir arriver à un résultat probant? Alors ça c'est tout un autre sujet. Là, je peux prendre ma casquette de juriste, d'avocat même. Moi, je n'aime pas trop les notions trop fourre-tout, si vous voulez. La notion de refondation, on ne peut pas renvoyer ça. Ce n'est pas une notion juridique. D'accord? Il y a repositionnement aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a la rectification institutionnelle. Tout ça, ce sont des notions qui ne sont pas juridiques. Moi, ce que je connais en droit, c'est que c'est les périodes d'exception. Ça, on peut en parler. Il y a quelque chose qu'on peut mettre juridiquement là-dedans. Et je pense que les transitions sont des périodes d'exception. Là, on peut en parler. Est-ce qu'il faut réforme institutionnelle? C'est une notion juridique, on peut mettre quelque chose là-dedans. Mais je ne vais pas rentrer dans des détails sur les refondations, des trucs comme ça. Ça, moi, pour moi, c'est plus des slogans qu'autre chose. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de l'enseignement. Et pour revenir sur ce que je disais, il nous faut de la prospective dans ce pays. Il nous faut des centres de recherche sur l'environnement. Vous avez vu l'ensablement du Milo, par exemple? Vous avez vu l'état du fleuve Niger? Vous avez vu ce qui se passe à Télimilé, à Tenkiso, dans Séguiri, sur l'exploitation minière? Vous avez vu aujourd'hui à Boké sur les fruits qui n'arrivent même plus à être comestibles parce qu'à cause de l'exploitation minière. Tout ça, ce sont des centres de recherche qui doivent anticiper tout ça pour savoir comment nous continuerons à vivre avec l'exploitation minière pour que l'État puisse engranger de l'argent, mais en même temps diversifier notre économie. D'accord? Le tarissement de nos fleuves. Il y a des sujets, c'est tous ces sujets, la création de différentes facultés dans ce pays. Tout se limite à son fournière. C'est-à-dire qu'on a fonctionné dans ce pays comme si on était encore dans les années 60 où on était quelques milliers d'habitants. Ce n'est pas possible. La démographie a évolué. Il faut que les institutions suivent. Et ça, ce sont les chercheurs qui doivent faire ça. Alors, et ils sont déterminés à le faire. Et encore une fois, au-delà de ce petit salaire, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on nous réduise à des gens qui réclament. Ce n'est pas ça le salaire. C'est l'enjeu même du devenir
de la science dans ce pays, de la prospective, de la recherche scientifique et de l'anticipation des enjeux. Je vais juste terminer, pardonnez-moi. Il y a un autre aspect qui nous menace. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de la ZLECAf, peut-être vous y intéressez, sur l'intégration économique africaine. Je vous assure, là je vous parle en tant que spécialiste de la régulation économique, si l'intégration aboutit aujourd'hui économiquement dans le continent, alors que la Guinée est à ce niveau-là, on sera englouti, je vous assure. On sera englouti parce que nos entreprises ne seront pas compétitives. Et vous avez entendu M. Keïta. Citez-moi 4 ou 5 entreprises guinéennes qui pourront aller s'exporter sur tout le continent africain. On a vu Dangote qui a été reçu ici. Dangote au Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont des entreprises qui peuvent se déployer un peu partout en Afrique. Mais nous, citez-moi 5 entreprises qui pourront s'exporter. Je pense que KPC sur Guy Copress, il a essayé d'aller au Mali, au Sénégal, mais ça n'a pas été tout un succès, d'après les informations que j'ai eues. La compétitivité, elle est farouche. Il faut que la Guinée anticipe. Pour ça, il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à aller dans des débats sur des personnes. Tu n'aimes pas tel c'est parce que c'est sûr. Oublions ça. Le défi, il est extraordinaire. Vous avez vu comment on a créé et pollué? On peut nettoyer, on doit nettoyer tout cela. Et ça, ce sont les enjeux, c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques. Docteur, à l'analyse de votre discours ici, est-ce qu'on peut dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui résulte de la conséquence d'une politique publique déficitaire? Politique publique, en tout cas, pour moi, je dirais, je ne sais pas déficitaire, parce que je pense que pour le déficit, il faut s'intéresser à l'argent pour savoir si les financements sont à la hauteur. Mais je parlerai d'une politique publique qui n'est pas audacieuse. Ça, je peux le dire. L'inefficacité. L'inefficacité. Pourquoi pas audacieuse? Parce que là, on avait ici l'occasion de tirer les gens vers le haut. C'est-à-dire, on va dire, à partir de maintenant, les enseignants-chercheurs seront traités de sorte que quelqu'un dise « Oh non, moi j'abandonne tout, je vais aller à l'enseignement parce que je peux bien vivre. » Parce que l'un des problèmes de ce pays, c'est du fait qu'on tienne tout le monde par le ventre. C'est-à-dire que si vous tenez les gens et que vous leur donnez à manger, s'ils n'ont pas ça, vous amenez les scientifiques à mentir, vous amenez les politiques à la transhumance, vous amenez la population à ne plus être exigeant. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences par rapport à tout ça. Donc s'il y avait des pressions syndicales qui poussaient le ministère à dire non, il faut que tout le monde n'est pas... Non, dans l'administration, on a des hiérarchies. Mais il y a un souci par rapport à cela. Si on arrive, c'est bien de tirer d'autres en bas. À force de dérouler le tapis rouge à ceux qui sont venus de l'étranger, comment les autres vont comprendre, appréhender au niveau local? Ils vont dire, nous sommes là depuis des décennies. Comment cela pourrait être fait? Est-ce qu'ils ne sont pas entre le marteau et l'enclume? Politiquement parlant. Ça, c'est un sujet extrêmement important. C'est pour ça, moi, dans toutes mes sorties, j'ai toujours parlé de complémentarité, en fait, d'arrêter de classifier les Guinéens venus de l'étranger ou pas. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut dérouler le tapis rouge. D'ailleurs, on entend souvent ça. Parce que ça peut être perçu comme étant des gens qu'on va... Parce qu'ils ont été à l'étranger. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui étudient à la Sorbonne. Moi, j'entends souvent ça et ça me fait très sourire. Parce que je sais que, comme disait M. Keïta, lorsqu'on parle de la Guinée et qu'on veut prouver et qu'on veut y arriver dans ces diplômes, il faut vraiment se dépatouiller. Et il faut aussi noter que parmi les docteurs guinéens ou les doctorants guinéens à l'étranger, nous sommes l'un des rares pays qui ne finance pas ces docteurs à l'étranger. C'est-à-dire les gens sont obligés de travailler à côté, soit faire, je ne sais pas moi, tous les boulots d'à côté que vous connaissez. Mais c'est propre au pays de la sous-région, c'est pas pour moi propre à la Guinée. Mais il y a des pays qui font des efforts. Le Sénégal fait des efforts. Le Rwanda fait des efforts. Le Ghana fait des efforts. Il y a d'autres pays qui font des efforts. La Côte d'Ivoire notamment. La Côte d'Ivoire également fait des efforts. Mais souvent, en Guinée, on essaie d'expliquer tout ce qu'on ne fait pas par rapport à des gens qui font moins que nous. Je ne crois pas que ça soit ambitieux. D'accord? Donc, ce que j'étais en train de dire par rapport à ce tapis rouge, ce n'est pas seulement des gens qui viennent de l'étranger. Parce que souvent, quand on entre à l'étranger, on prend des gens qui viennent de France, des États-Unis. Il y a certains de nos compatriotes qui sont allés au Burkina, qui ont fait des doctorats. Certains sont allés au Cameroun. Certains sont allés au Sénégal. Tout vrai. Donc, c'est une diversité de Guinée. Et certains même étaient en Guinée jusqu'à moins de 3 ans. Qui sont allés faire leur doctorat à Cheikh Anta Diop avant de revenir. Donc, il faut arrêter de voir ça comme étant une surqualification ou un surclassement. Ce qu'il faut voir, c'est de dire, regardez le tableau. Parmi les fonctionnaires actuels et qui étaient dans l'enseignement supérieur en Guinée, il y a des gens qui ont le titre de docteur. Peut-être qu'ils l'ont eu en Guinée, peut-être qu'ils l'ont eu ailleurs. D'accord? Ces gens-là, si ce recrutement passait dans de meilleures conditions, on allait prendre par critère. Je ne dis pas de faire du favoritisme ou de prendre le critère d'évaluation qui est l'obtention du doctorat d'abord, les publications scientifiques,
ainsi de suite, et puis on les met par là. Et puis par la suite, on respecte les hiérarchies. Parce que l'une des difficultés de la réforme administrative dans ce pays, c'est que les hiérarchies ne sont pas respectées. Et vous avez bien, le ministère de la fonction publique fait des efforts pour les fonctionnaires fictifs, où des gens continuent à être payés de gauche à droite. Donc tout cela doit être réformé. Et il faut qu'on arrête de vouloir dire que tout le monde est égal. C'est-à-dire qu'à la base, nous sommes tous égaux, mais pour faire une classification, il faut poser des critères. Et c'est ces critères-là qui ont été posés. Et donc ce n'est pas une faveur qu'on fait aux gens. Et ce n'est pas parce qu'ils viennent de l'étranger, non. C'est parce qu'ils ont la qualification nécessaire. Et c'est fondamental qu'on s'entende sur ces points-là. Bien. Qualification, rien que la qualification, docteur Galissa Hadi Diallo, docteur en droit public. Notre invité de ce matin, on parle de ces 50 PhD recrutés pour rehausser le niveau de l'enseignement supérieur en République de Guinée. Nous, on va aller avec quelques réactions avant de l'entendre sur son message, le dernier avant de fermer portes et fenêtres de cette émission. L'imperturbable communicant du CNRD, l'enfant prodige de Samaya, Bouramaya Samaya, M. Silaru 15, qui écrit le fidèle des fidèles de l'émission, le scanner, une pensée positive à votre PDG et honorable Omar Jobebeto et à mon général, je demande une doléance, malgré que c'est un droit de donner l'ordre pour le paiement des enseignants de l'éducation, de l'enseignement supérieur pour les travaux, qu'est-ce qu'il dit, faites pour la nation et vive le CNRD, l'infatigable, je comprends pas s'il a aujourd'hui. Il dit, je demande aux enseignants de... Allez, je ne comprends pas. Si là, je ne comprends vraiment pas ce que tu écris aujourd'hui. Bonjour Kavi TV, la référence des ondes médiatiques de ma Guinée. Allah Tout-Puissant vient au secours de ma Guinée, paradis inondé de tous les mépris. Sur ce sujet, j'aimerais entendre le ministre Alpha Bakar, car l'heure est vraiment grave. Où en est la refondation qui nous a été promise? Monsieur Keita Moussa, MSK, Kindia, depuis Kindia, la ville des agrumes. Merci pour la fidélité. On enchaîne toujours. Salam à vous. Et salam à mes parents de Dalaba Dinti Ndiambouria. Et le ministre Alpha Bakar ne devrait pas annuler cette proposition, mais il faut faire tous les moins possibles pour écouter. Oui, on va tout faire pour écouter le département. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Yidayatou et Salam Bandé, c'est dans la préfecture de Mali-Niembéré. Et le ministère de l'enseignement supérieur au cœur des débats ce matin. Je demande au ministre Alpha Bakar d'approcher les principaux concernés pour trouver une solution à ces différents problème. C'est Boïba depuis Balia, c'est dans Kissidougou. Bonjour Kavi Média. Le dernier, c'est Abdourahmane Diallo. Vous faites un bon travail, mais essayez de régler la caméra vers l'invité. Allez, Baba va s'occuper de tout ça, malheureusement. C'est aussi ça, la technique, ça arrive. Docteur, vous l'avez déjà compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'être passé. Malheureusement, on est taxé par le temps. Vous voyez que le technicien, il augmente même le liner dans mon casque. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut s'inscrire dans le dialogue et surtout, il faut rester dans l'ambition. Moi, je suis conscient que c'est très difficile pour certaines réformes parce que justement, il y a tout un tas de préjugés. Mais à un moment donné, lorsqu'on a atteint un certain niveau et qu'on est à la tête des institutions, on a une vision beaucoup plus lointaine. C'est à nous d'entraîner et la population, c'est à nous d'entraîner les réformes. Et ce que j'aimerais dire, permettez-moi rapidement, c'est que sur ces 50-là, si vous prenez un à un, vous n'aurez pas 2 ou 3, rarement vous aurez 2 docteurs qui ont fait un travail sur le même sujet. Tellement que la Guinée en manque. J'entends souvent qu'on dise qu'il y a trop de docteurs dans ce pays. C'est faux. Il n'y en a pas assez. C'est compris déjà. Il faut absolument exploiter cette ressource qui est là, qui est disponible et qui fera des propositions et un travail extraordinaire. Docteur Galissa Hadi Diallo, docteur en droit public et régulation économique de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ancien chercheur, avocat à la Cour et porte-parole des 50 PhD, était notre invité. Merci docteur. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci Mohamed Ba, le PM, merci à Diallo, merci Mohamed Leba, merci à l'équipe technique du jour. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.